Heureux de vous retrouver. Bonjour à celles et ceux qui nous suivent ce vendredi 5 juin 2020 sur jfrlive.radiologie.fr en direct et évidemment en différé ensuite pour tout connaître de l'imagerie ou à peu près de l'imagerie médicale d'aujourd'hui et de demain. Je salue celles et ceux qui, autour du professeur Jean-Paul Bérégy et du professeur Jean-Michel Bartoli, sont sur le plateau du CHU de Nîmes, en duplex avec nous, et ici, au siège de la Société française de radiologie à Paris, dont rue de la Colonie. Bonjour à toute l'équipe nîmoise, bonjour à tous et à toutes. Et nous sommes avec Laetitia Michelangeli de la Haute Autorité de Santé. Nous sommes ici dans le très nouveau et très bel immeuble du 13e arrondissement de Paris, rue de la Colonie, important et très fonctionnel centre de formation et d'échange. Le thème de cette deuxième table ronde de 45 minutes est l'organisation des soins, formation et accréditation des équipes radiologiques réunies autour de Jean-Michel Bartoli avec Nicolas Best au CHU, le directeur général du CHU de Nîmes, Jean-Michel Bruel, Jean-Paul Bérégy, je vous le disais, Laetitia Michelangeli avec moi à Paris et Anthony Valdez de l'Agence régionale de santé PACA Sud en distanciel. Jean-Michel, bonjour à vous Anthony Valdez, Jean-Michel Bartoli. Bonjour. Oui, Pascal. Merci. Donc le thème de cette table ronde, Pascal, est essentiellement centré sur l'organisation des soins radiologiques. Nous aurons donc 4 orateurs qui vont donc avoir, on les remercie déjà de leur participation, la responsabilité de répondre à 2 questions. Nous aurons comme orateur dans l'ordre donc Jean-Michel Bruel, tu viens de les présenter, qui est ancien chef de service de radiologie au CHU de Montpellier, et qui est surtout en ce moment, qui s'est beaucoup investi dans cette nouvelle fonction, le représentant des usagers à l'ARS Occitanie. Donc il nous apportera la voix des patients en direct du plateau de Nîmes et il portera la voix de ceux qui payent et de ceux qui demandent évidemment le meilleur soin radiologique. Nicolas Best, qui nous reçoit aujourd'hui au CHU de Nîmes, et donc le directeur général du CHU de Nîmes, il va nous porter bien sûr la voix des directeurs des hôpitaux et des établissements de santé, donc de ceux qui administrent. Nous aurons le plaisir d'accueillir, on vient de le voir tout à l'heure à l'écran, en direct de son bureau de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Anthony Valdez, qui est le directeur de l'offre de soins de l'ARS Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui portera donc, lui, la voix des ARS dans nos régions et nos territoires. Et ensuite, on l'a vu à côté de toi, sur le plateau de ces GFR de printemps, à Paris, à la Maison de la Radiologie, le docteur Laetitia Michelangeli, qui est la chef du service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins, et qui portera donc la voix de la HAS et de l'autorité publique qui est chargée de développer la qualité au bénéfice des usagers. Évidemment, Jean-Paul Bérégy fera, comme d'habitude, jouera comme d'habitude le rôle de l'agitateur, et on la remercie déjà. La radiologie, et quand je parle de radiologie, je parle bien sûr non seulement des radiologues, mais aussi des équipes soignantes et en particulier des manipulateurs. Je parle bien sûr des chercheurs et labos de recherche qui sont tournés vers la recherche en imagerie. Je parle bien sûr de tout le système économique des industriels de l'imagerie. Cette radiologie, elle est innovante, elle est agile, elle est adaptative, puisque je vous rappelle que près de 80% de nos actes et de nos pratiques radiologiques sont modifiées tous les 7 ans. Nous avons bien sûr, même si nous la connaissons depuis longtemps en radiologie, une adaptation et surtout une intégration rapide et exponentielle de l'intelligence artificielle dans notre pratique quotidienne. Vous le voyez, vous en voyez les bénéfices tous les jours. La radiologie interventionnelle nous a obligés à modifier complètement nos organisations, nos architectures dans nos différents services de radiologie et sur la prise en charge des patients, avec entre autres le développement des consultations et des participations des radiologues à toutes les réunions de concertation pluridisciplinaires. Et je rappelle que la radiologie interventionnelle est bien sûr un facteur majeur d'attraction pour les jeunes médecins vis-à-vis de notre spécialité radiologique. Le diagnostic radiologique est souvent au premier plan et souvent bien avant, en particulier dans le cadre de la permanence des soins et dans les services d'accueil des urgences avant la clinique, avant le diagnostic clinique. Et ce diagnostic radiologique, nous y tenons tous.
Nous avons tous été obligés de modifier complètement, en raison de cette place du diagnostic radiologique, le positionnement et l'organisation de nos différents services, que ce soit en public ou en libéral, sur l'organisation de la permanence des soins en radiologie, 24/24 et 7/7 dans nos différents établissements. Dans le même temps, le développement de tout ce qui est numérique, la téléradio, la communication numérique, les RIS, les PACS, les réseaux d'images, les entrepôts de données de santé, tout ça se développe et la radiologie, évidemment, est un acteur majeur de ces différents systèmes numériques. On a vu avec la crise Covid que la radiologie, en termes d'organisation, avait apporté une réponse qu'on peut qualifier d'exemplaire, que ce soit en termes de soins, de réorganisation, de recherche, de qualité, de sécurité et de mise en place de bases de recherche et de bases de données, tout ça au bénéfice des patients. De ce côté-là, je pense que la profession a été réellement exemplaire. La France, c'est un pays avec une réorganisation récente par région. Je vous rappelle quand même que nos nouvelles régions représentent quand même un nombre d'habitants qui va de 3 à 12 millions, si on accepte une merveilleuse région qui s'appelle la Corse. 5 millions d'habitants en région PACA, c'est autant que le Danemark, que la Norvège et la Finlande. L'Île-de-France, avec ses 12 millions d'habitants, c'est beaucoup plus que le nombre d'habitants que nous avons en Suisse, en Autriche ou en Suède. Dans notre pays, et malgré leur taille, nous avons l'impression qu'on y applique et ce qui est décidé au niveau national. On peut penser que les initiatives, on a toujours l'impression que les initiatives d'organisation, qu'elles soient locales, territoriales et régionales, doivent systématiquement avoir l'aval des tutelles nationales. Le ressenti des radiologues, d'une manière générale, quel que soit leur mode d'exercice, c'est que l'organisation de la santé, elle est pyramidale, elle est centralisatrice, elle est verticalisée, elle est probablement trop rigide, elle est contrôlante et contraignante, avec des réglementations qui sont présentes à tous les étages de l'organisation des soins en radiologie, et ceci, comme je l'ai dit, quel que soit notre mode d'exercice, que ce soit en public, en libéral ou en mixte. Les radiologues, ils veulent de la souplesse, ils veulent des organisations qui soient mobiles et adaptées à leur environnement local, alors qu'on a l'impression que l'organisation qu'on pourrait qualifier de jacobine s'impose à tous et de façon implacable. Je ne reviendrai pas sur les multiples expérimentations qui sont mises au point et développées en collaboration dans les territoires de santé ou dans des régions, qui sont souvent très positives, en particulier dans le cadre de la permanence des soins, et qui, à cause de réglementations statutaires diverses et variées, ne sont jamais ensuite reprises à l'échelon national et sont abandonnées. Ce qui est, vu l'investissement qui est mis par toutes les équipes, que ce soit soignantes ou radiologiques, toujours un drame. Nous sommes conscients des difficultés, évidemment, qui sont multiples, qui sont liées par exemple à la démographie, parce que effectivement, la démographie radiologique et la démographie de nos manipulateurs est très problématique en ce moment, et c'est un élément sur lequel il faudra absolument qu'on travaille tous ensemble. Il faut qu'on ait, on a des difficultés qui sont liées à la nécessité d'être obligé de faire à la fois du soin innovant, mais aussi bien sûr du soin de proximité dans les mêmes unités de soins radiologiques. On a une faible reconnaissance de ce qu'est l'activité clinique des radiologues, et en particulier, je rappelle qu'un examen radiologique, un acte, c'est une consultation. On a des contraintes qui sont majeures et qui sont liées à la suractivité de nos équipements radiologiques. En Allemagne, et proportionnellement, et rapporté au nombre d'habitants, et pour réaliser le même nombre d'examens, nos collègues allemands bénéficient de près de 3 fois plus d'équipements lourds, que ce soit des scanners, des IRM ou des PET scans, ce qui montre l'hyperactivité de nos différents équipements. On a un manque de moyens qui est évident pour arriver à réaliser des activités de recherche au niveau local et régional. Et néanmoins, beaucoup de facteurs positifs, parce que, par exemple, le gigantesque événement indésirable qu'a représenté la crise Covid a bien montré que nous avions tous, quel que soit notre mode d'exercice, des capacités d'adaptabilité de notre profession qui étaient remarquables et toujours tournées évidemment vers le patient et sans limiter aucunement la qualité. Donc, dans les structures radiologiques, la demande de confiance versus le contrôle est majeure. Donc, la première question, c'est de savoir jusqu'où on peut raisonnablement aller dans l'autonomie d'une équipe de soins radiologiques, d'un établissement de santé, d'une ARS. Donc, quels sont, mesdames, madames et messieurs, les besoins, les attentes et les réponses d'un représentant d'usager, Jean-Michel Bruel, d'un directeur d'un établissement de santé, en l'occurrence un CHU, M. Best, d'un responsable d'ARS à la DOS en région PACA, M. Anthony Valdès, et d'une collègue représentante d'une tutelle en charge de l'implémentation, mais aussi du contrôle, bien sûr, de la qualité sur l'organisation des soins en radiologie. Comment évoluer entre contrainte et flexibilité. Voilà, très bien. Après cet implacable diagnostic du professeur Bartoli, nous allons donc
essayer d'apporter des réponses, dont le temps imparti qui nous est court. Peut-être Nicolas Best, le directeur général du CHU de Nîmes, un premier commentaire, si vous le voulez bien. Non, c'est pas un commentaire, c'est effectivement abondé dans le sens des propos introductifs du professeur Bartoli. Nous avons effectivement notre rôle pour développer l'ensemble des plateaux techniques qui permettent les prises en charge non seulement diagnostiques mais interventionnelles et qui ont explosé ces dernières années à faire avec les autorisations d'implantation d'équipements lourds qui sont contingentées. Ça a été rappelé avec un retard par rapport à l'Allemagne conséquent. On se souvient que l'imagerie nucléaire était dans une situation encore plus catastrophique jusqu'à ce qu'elle soit libérée en termes d'implantation au début des années 2000 et pas avant. Et comment faisons-nous, mon Dieu? Eh bien, nous assurons sur le territoire de notre GHT et même de la région voisine au travers d'Arles des systèmes de plateaux mutualisés avec téléinterprétation, mutualisation des équipes de radiologie et optimisation des équipements lourds dont nous disposons en autorisation en termes de plage d'utilisation, de partage d'utilisation public-privé sous forme de GIE, partage d'utilisation sous forme de territoire dans le cadre du GHT et vous nous expliquerez, Nicolas Best, les sigles. Vous nous expliquerez les sigles, Nicolas Best. Groupement hospitalier territoire, je pense que c'est connu. Équipement lourd, je pense que c'est connu aussi. Et GIE, Nicolas Best. Et groupement d'intérêt économique, qui est la première forme de collaboration historique au plan juridique qui date de 66, c'est quand même date pas d'hier, beaucoup plus souple que les GCS, établissements de santé, qui sont une aberration historique des formes juridiques qu'on souhaiterait voir imposées encore plus aujourd'hui. Et en fait, pour que le CHU puisse se développer et en plateau technique interventionnel et en imagerie diagnostique, il est obligé de contourner, d'être dans la stratégie du contournement et du développement d'une empreinte territoriale toujours plus forte, en inventant des systèmes additifs, primes de territoire, intéressement, qualité de vie au travail et plage additionnelle de téléinterprétation qui doivent se généraliser, y compris sous la forme de garde et d'astreinte de téléinterprétation. Et c'est ça l'avenir pour pallier autant que faire se peut au nombre d'implantations d'équipements lourds insuffisants. Donc on a aussi des dogmes qui évoluent très rapidement en région. On peut avoir par exemple une ARS à un moment donné qui nous disait pas de scanner supplémentaire puisque c'est l'exposition au rayonnement. Et puis tout d'un coup, depuis 2 ans, peut-être sous les coups de butoir du professeur Bérégie, on a à nouveau des autorisations d'implantation supplémentaires en scanner, notamment pour le département du Gard, nombreuses, et on s'en félicite, avec une évolution de doctrine en moins de 2-3 ans qui a permis d'ouvrir enfin le champ d'équipements supplémentaires de scanners, ce qui était rigoureusement prohibé il y a encore quelques années. Donc on voit bien que le CHU, comme d'habitude, doit s'adapter à des injonctions contradictoires. Il s'adapte avec des nouveaux outils, ceux existants et en inventant toujours de nouveaux modèles. Éviter surtout ce qui a été trop fait par le passé récent, d'avoir des couches juridiques multiples, GCS, GIE, GCS, titulaire d'autorisation qui devient obligatoirement établissement de santé, pour se concentrer sur l'extension de ces plateaux techniques dans leurs usages et dans leurs modalités d'exploitation, que ce soit en acquisition, en interprétation ou en évidemment utilisation, rétrospective de toutes ces masses de données qui ne sont pas suffisamment exploitées à ce jour. Merci Jean-Michel Bartoli. On va peut-être également demander au professeur Bruel, qui est ici comme président de France Asso Santé Occitanie. C'est bien cela ? Oui, c'est ça, merci. Oui, je suis ici comme un représentant des usagers, même si j'ai un passé professionnel que vous rappelez, et que pour les usagers, moi, je ne mets pas en avant parce que c'était une autre époque, et maintenant, je représente les usagers. Donc, je voudrais, à propos d'organisation des soins et de radiologie, et de relations entre patients et radiologues, je voudrais partir d'un constat qui est finalement... vous me l'accorderez tous sans doute, la vraie vie. Alors, je pars d'une indication pertinente d'examen radiologique. Un patient se voit proposer une exploration radiologique pour une indication qui est pertinente, et c'est quand même la majorité des cas, et donc c'est de ça dont je vais partir. Qu'est-ce que constate le patient ? Il constate que pour obtenir l'examen qui lui a été demandé,
il y a des délais qui sont tout à fait inacceptables. Reconnus par la profession elle-même, on est avec des délais qui peuvent atteindre 2 mois, voire plus. Et si l'on regarde dans d'autres circonstances, il y a des patients qui sont hospitalisés dans des établissements publics et que l'on fait sortir en leur disant vous essayerez de trouver un examen radiologique pour, etc. Donc, et ceci, y compris à partir des plateaux d'urgence. Donc, le patient, à partir de là, quelle solution il a? Ben, écoutez, c'est très simple. Hein. La première, et je l'ai entendu dans la bouche d'un représentant professionnel récemment, lors d'une séance de CRSA, c'est connaître quelqu'un. Ah ben, si vous connaissez quelqu'un, le délai va être diminué. L'autre possibilité pour le patient, c'est prendre plusieurs rendez-vous pour finalement choisir celui qui sera réalisable dans le délai le plus court. Et au passage, en prévenant ou en ne prévenant pas les structures qui ont parallèlement donné, elles aussi, un rendez-vous. La troisième solution, entre guillemets, c'est renoncer aux soins. La quatrième, c'est attendre le délai prévu, avec la perte de chance que représente ce délai annoncé. Alors, les attentes du patient, elles sont assez simples, même si le problème est compliqué. Les attentes du patient, c'est que d'abord, il aimerait qu'il y ait un peu plus de coordination entre le médecin demandeur et le radiologue. C'est-à-dire que celui qui demande l'examen, il a une responsabilité vis-à-vis du patient dans la manière dont cet examen va être réalisé, y compris en termes de temporalité. Et en plus de ça, le médecin demandeur, c'est lui qui peut justifier d'un délai qui doit être raccourci en fonction de l'indication. Alors, comme je m'adresse ici quand même à un milieu professionnel de radiologue, je dirais que, bien sûr, il y a une responsabilité des médecins demandeurs, et nous, en tant que représentants d'usagers, on le leur dira, mais il y a aussi une responsabilité des radiologues qui est d'aller au-devant du médecin demandeur pour lui expliquer que quand il a des informations cohérentes, c'est souvent plus facile d'accélérer un processus qui sinon se trouve contraint par les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Monsieur deuxième, Bruel, oui. Excusez-moi, je vous coupe. Peut-être avec Jean-Michel Bartoli. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses se sont dégradées? Vous nous avez rappelé que vous étiez également, que vous aviez été un professionnel de santé, un médecin radiologue au CHU de Montpellier. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que, en d'autres termes, vous découvrez ces problèmes maintenant ou vous les connaissiez également avant? Non, je ne crois pas que les choses se soient dégradées. Je crois simplement qu'on est toujours en retard d'une guerre et qu'on continue à considérer comme des innovations des choses qui, chez nos voisins, maintenant, sont considérées comme de la pratique courante. Donc, si vous voulez, je pourrais donner des exemples en tant qu'usager, encore une fois, mais il y a des filières qui sont définies, par exemple, sur les accidents vasculaires cérébraux, où on a montré que, à partir du moment où on définissait une stratégie nécessaire, on savait y répondre. Je ne veux pas dire à l'opposé, parce que ce n'est pas opposé, mais je prends des exemples comme certaines indications en orthopédie, qui reposent sur un examen IRM, et pour lequel l'indication ne devrait pas être différée de plus de quelques jours, et vous êtes dans l'impossibilité totale d'obtenir un examen IRM, qui est pourtant la démarche absolument indispensable pour aboutir à une prise en charge correcte. Monsieur... Donc je ne suis pas sûr que les choses se soient dégradées. Je suis simplement en train de dire que les indications se sont élargies et de manière justifiée. Et comme on n'a pas suffisamment élargi les ressources, eh bien, effectivement, on est toujours en retard d'une guerre. Jean-Michel Bartoli, si vous le voulez bien, on va demander son avis à Laetitia May-Michelangeli de la Haute Autorité de Santé, le temps que nous retrouvions Anthony Valdez, que nous avons perdu quelques instants. Laetitia May-Michelangeli, je vous remercie d'être avec nous, ici au siège de la Société française de radiologie. Le diagnostic posé par Jean-Michel Bartoli et les premiers échanges que nous avons eus sont assez implacables.
Oui, alors évidemment, d'abord je vous remercie pour l'invitation et je suis toujours ravie de participer à ces discussions. Du côté HAS, on ne peut que souligner l'importance de l'innovation et de ce qui a été soulevé et surtout de la plus grande autonomie nécessaire aux équipes, en particulier, je pense, pour la radiologie, c'est un bel exemple. Alors d'ailleurs, nous prônons à la Haute Autorité de Santé l'amélioration du travail en équipe comme garant de la sécurité du patient. Donc on est vraiment dans cet objectif de travail en équipe. Après, évidemment, la Haute Autorité de Santé a dans ses missions d'aider à mesurer et améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et c'est pour pallier entre contraintes et autonomie, nous proposons, nous offrons, je ne sais pas quel est le bon terme, différents outils pour aider à cela. Alors je citerai du plus englobant au plus proche des pratiques, la certification des établissements de santé, comme un dispositif d'évaluation externe qui permet d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins pour tous les établissements de santé, que ce soit public ou privé, et c'est important de le souligner. Alors, une grande évolution, puisque avec le nouveau dispositif de la certification qu'on appelle V2020, qui est la 5e itération de la certification, on capitalise sur 20 ans d'expérience et une évolution s'imposait. Ainsi, le développement de la certification est plus proche des patients, plus tourné vers les résultats, vers l'évaluation des résultats et vers les professionnels et les équipes. Cette certification va pouvoir redonner du sens et engager les patients et les professionnels. Le deuxième outil, c'est, je ne vais pas le détailler, mais quand même, je veux le citer, ce sont les indicateurs de qualité et sécurité des soins. On a parlé de mesures, il faut que ça soit de plus en plus automatisé. On parle de bases de données. Bien sûr, on a beaucoup d'informations à exploiter. Et puis aussi, le retour patient. Aujourd'hui, on développe des indicateurs autour du retour patient et c'est extrêmement important, et évidemment, d'avoir cette évaluation par les patients. Et puis, évidemment, l'accréditation des médecins. L'accréditation des médecins et des équipes médicales, qui est un dispositif volontaire de gestion des risques médicaux, dont la mise en œuvre est confiée à la Haute Autorité de Santé avec des organismes de pairs, et c'est extrêmement important, j'insiste sur les organismes de pairs, donc des organismes agréés par la Haute Autorité de Santé, avec donc pour la radiologie l'ODPC RIM, qui permet en fait d'améliorer les pratiques, de diminuer les événements indésirables associés aux soins et d'en limiter les conséquences, avec un programme élaboré par ces organismes d'accréditation spécifique à la spécialité. Donc c'est extrêmement important parce que c'est c'est à la main des professionnels. Voilà, à la main des professionnels, pas trop technocratique, visiblement, nous dites-vous, Jean-Michel Bartoli. Je crois que nous avons, Jean-Michel Bartoli, retrouvé Anthony Valdès. Alors Anthony, si ça vous ennuie pas, rebonjour. Juste avant, Jean-Michel Bruel va reprendre la parole parce qu'en tant que patient, il avait une deuxième chose à dire, Pascal, si tu veux bien, et j'aimerais bien que nous l'entendions tous. Oui, je voulais juste rajouter 2 points à propos des attentes du patient et puis évoquer aussi quelques pistes, parce que quand on attend des choses, il faut aussi faire des propositions. Alors, après la coordination entre le médecin demandeur et le radiologue, je crois qu'il faut de l'information de la part du radiologue pour le patient. Mais ça, on en a parlé dans la table ronde précédente et donc je vais être assez rapide là-dessus. Mais c'est un point qui me paraît essentiel et vous savez que cette information, elle doit être donnée avant l'examen, pendant l'examen et après l'examen. Mais on en reparlera plus en détail si on a le temps. Et puis la troisième attente des patients, c'est une vigilance des tutelles sur l'évolution des contraintes. C'est pas le tout de constater que la radiologie a été en première ligne dans le diagnostic de la pandémie actuelle, mais il faudrait aussi constater la surcharge que c'est pour l'organisation des pratiques radiologiques, y compris dans la période de post-explosion de la crise. Et puis il faudrait aussi que les institutions puissent suivre plus fidèlement l'adéquation entre les possibilités de bilan et les indications thérapeutiques reconnues.
Alors, je vous disais quelques propositions de la part des usagers. D'abord, c'est que nous continuerons à travailler auprès des usagers pour que les patients s'engagent à optimiser la gestion des plannings, et notamment vis-à-vis en anticipant les examens dont les rendez-vous seraient annulés ou reportés. Et ça, c'est quand même important parce que dans la logistique journalière d'une équipe de radiologie, c'est chronophage. Alors, la deuxième chose, c'est poursuivre je parle de la deuxième attente, c'est peut-être poursuivre la structuration du compte-rendu. Je crois que les patients, il ne leur a pas échappé que le compte-rendu radiologique, aujourd'hui, il est très structuré et que ça, c'est déjà un atout et c'est un élément de qualité important. Peut-être que dans ce compte-rendu, il faut réfléchir à introduire des éléments de coordination entre la demande et les contraintes qui empêchent ou en tout cas gênent cette demande. Et enfin, la troisième chose, et ça je voudrais le dire assez fortement, c'est que, et c'est pas un problème d'équilibre de pouvoir, c'est un problème de participation de tous à la gouvernance en santé, c'est que vous devez, professionnels de radiologie, faire appuyer par les usagers la révision des planifications d'équipement en fonction de l'évolution des besoins. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui on dise qu'un projet régional de santé est révisable et qu'une fois qu'on a dit ça, on vous dise « Ah oui, mais il est révisable, mais c'est un processus très long et en fait, pratiquement, il va être révisé avec le prochain plan. » Voilà ce que je voulais dire sur les propositions des usagers. Très important, Jean-Michel, merci beaucoup. Oui, attention. Jean-Michel Bruel, merci beaucoup. Ça, c'était très, très important. Anthony, est-ce que Anthony Valdès est avec nous? Alors, est-ce qu'il a tout entendu? Pas tout de suite, mais peut-être un... Ah oui, peut-être. Nous le trouvons avec une liaison difficile. Anthony Valdès, peut-être. Alors, Monsieur Valdès, si vous avez tout entendu, est-ce que vous pouvez nous apporter, par rapport à ce que Monsieur Best, en tant que directeur d'établissement de santé, qui nous a montré toute l'agilité qu'il fallait avoir vis-à-vis d'une ARS et vis-à-vis des radiologues pour arriver à faire avancer son établissement. Monsieur Bruel nous explique en tant qu'usager beaucoup de choses, et en particulier les attentes, et surtout, ce qui est tout à fait légitime, la nécessité d'une participation des usagers à la révision des programmes régionaux de santé. Ça me semble effectivement cette proposition extrêmement intéressante. C'est vous qui avez la parole parce que vous êtes quand même, au niveau des ARS, les grands ordonnateurs de l'organisation des soins. Oui, tout à fait. Bah moi, je rejoins beaucoup des propos qui ont été tenus jusqu'à présent, parce que c'est ça qui irrigue en tout cas notre politique en PACA. Je voudrais d'abord réagir sur ce que vous avez exprimé en préambule, c'est-à-dire le sentiment d'une organisation sanitaire cloisonnée, trop contraignante. Pour vous dire déjà que les opérateurs de santé au quotidien sont en demande auprès de l'ARS d'arbitrage régulièrement, de règles du jeu, de cadres. Autrement dit, ils sont pas en demande d'une dérégulation du système, loin de là. Demande d'ailleurs animée par une crainte d'exacerbation d'une certaine concurrence, et particulièrement en région PACA, où il y a une forte densité, j'ai envie de dire, des offreurs de soins. Donc déjà, vous dire que la régulation, non seulement elle est nécessaire, mais elle est réellement souhaitée. En tout cas, c'est ce qu'on vit au quotidien. Sur l'aspect réglementaire, bon, je vous rejoins sur... On va peut-être, Monsieur Valdès, on va essayer de rétablir... Oui. Monsieur Valdès, on va rétablir la ligne, je crois. On a une ligne qui ne marche pas très bien avec vous dans quelques instants. Peut-être un commentaire de Jean-Paul Bérégy. On passera à la seconde question, la seconde série de questions, Jean-Michel Bartoli. Et nous allons, le temps passe, nous allons peut-être un commentaire de Jean-Paul Bérégy. Oui, présent. Oui. Merci. Donc, dans cette première question, on voit toute la nécessité au départ de répondre sur une demande médicale pour le radiologue. Et aujourd'hui, plus qu'un chef de service, on nous demande d'organiser les soins, non seulement à l'intérieur de l'hôpital, avec des flux qui viennent des urgences, de l'hospitalisé et de l'externe, mais également d'avoir une coordination territoriale avec une notion du territoire qui est peu définie dans les textes et qui
doit garder d'ailleurs toute sa souplesse puisque le territoire doit dépasser parfois certains fleuves ou certaines lignes géographiques permettant d'offrir plutôt un projet médical de territoire radiologique en tout cas. Et la notion de territoire avec l'informatique eh bien permet d'aller un petit peu plus loin que le géographique. Donc la radiologie aujourd'hui, elle s'organise de plus en plus puisqu'elle touche du dépistage jusqu'à l'interventionnel, jusqu'aux urgences, du diagnostic sur toutes les pathologies, l'enfant, etc. Donc aujourd'hui, de plus en plus dans toutes les régions, on se doit d'organiser ce projet médical territorial. Et c'est vrai que les outils sont assez complexes. Le directeur nous l'a rappelé, GIE, GCS, c'est assez contraignant. Il y a les PIM, les projets ou les plateaux plutôt d'imagerie médicaux mutualisés qui sont aussi une usine à gaz. Voilà, c'est pas toujours simple quand on veut innover, voilà, de lutter un petit peu contre ces réglementations, mais voilà, il faut se battre tous les jours. Jean-Michel Bartoli, je propose de prendre à ce niveau de notre conversation, avant que nous retrouvions probablement, grâce à notre réalisateur Olivier Madard, que nous retrouvions Anthony Valdez par téléphone, mais une question qui nous est posée par un internaute. Quelle est la part que l'on doit faire entre recommandations et obligations réglementaires, notamment dans une discipline comme la radiologie, où la qualité, vous l'avez dit, mais la sécurité est vraiment essentielle. Laetitia Michelangeli, de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations, c'est... en France, on a des recommandations, mais on a une autonomie du professionnel. C'est le professionnel qui a encore toute liberté pour décider de ce qui est bien pertinent pour le patient. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question et d'avoir justement ces outils pour s'interroger sur ce qu'on fait. Et je pense que, évidemment, les professionnels veulent toujours faire du mieux possible. Donc ce n'est pas ça qui est remis en question. C'est de temps en temps, tout n'est pas mis en œuvre de façon optimale pour un tas de raisons, et c'est en fait ce retour d'expérience et se poser sur ce qu'on a fait qui permet de progresser. Et je trouve que d'avoir des recommandations pour essayer de, bien sûr, les appliquer au mieux, mais c'est toujours dépendant du patient, c'est ce qui nous permet en France d'avoir cette liberté de la médecine. Madame Michelangeli, un de nos internautes nous dit « Obligation d'assurance de la qualité en imagerie médicale, date d'entrée en vigueur le 1er juillet 2019 ». Voilà, c'est en tout cas une question précise pour bien montrer que vous avez des recommandations, mais également, il y a évidemment des obligations qui s'imposent. Pascal, ceci c'était pour l'ASN, hein, c'est pour l'autorité de sûreté nucléaire. Hein, c'est pas pour la HAS, bon voilà, c'est... Oui, mais Madame Michelangeli a visiblement un avis sur beaucoup de choses, à mon avis. Non, mais c'est effectivement, voilà, c'est une autre agence que la Haute Autorité de Santé, et c'est surtout ce qui est radioprotection. Mais là, peut-être que, effectivement, la table ronde, Annie, est plus opérationnelle pour moi que... Jean-Michel Bartoli, je vous redonne la main. Et on retrouvera M. Valdez tout à l'heure. Juste un petit mot là-dessus sur certification et accréditation. La certification des établissements, très bien. Nouvelle version, très bien, tournée vers le patient, indispensable, obligatoire. Le plus important sur le plan radiologique, c'est surtout l'accréditation des équipes. Ça, c'est important et ça va nous permettre, puisque l'accréditation vaut certification, ça va nous permettre de nous individualiser et de nous de travailler en équipe et de pouvoir assurer une qualité directement au sein de nos propres équipes de soins radiologiques. Ça, c'est un événement majeur pour nous et dans lequel toute la profession s'est engagée, quel que soit notre mode d'exercice. Et je pense que ça, c'est une priorité dans laquelle on doit tous travailler. Jean-Paul. Juste pour compléter la réponse, en effet, accréditation, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des liens avec l'HAS et l'ASN qui permettent justement à travers le programme d'accréditation des équipes de répondre à cette obligation. Voilà, donc c'est tout récent, on pourra déclarer les EIS sur la radioprotection dans le cadre du programme d'accréditation des équipes. Des commentaires de vos invités. Si on vient à la deuxième question, Pascal. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, si on revient à la deuxième question maintenant, c'était, je vais vous demander à tous une réponse courte. On va commencer par Monsieur Best. La radiologie, évidemment, est totalement numérique depuis longtemps, que ce soit en termes de données, dossiers radiologiques, etc., d'entrepôts de données de santé. Ce sont des éléments que vous connaissez par cœur et avec lesquels nous vivons tous les jours. À votre niveau de responsabilité, en sachant que ce gigantesque espace de données est susceptible évidemment d'échange et de partage, Monsieur le directeur général, en tant que représentant des établissements de santé, à votre niveau de responsabilité, quelle vision avez-vous de cette évolution de nos pratiques radiologiques sur le plan numérique et quelles sont les recommandations ou les développements ou les limites que vous nous proposez?
Alors effectivement, tout le champ de la numérisation, c'est d'abord le champ de ce gigantesque potentiel qui est peu exploité, du creuset de data pour des études épidémiologiques, qu'elles soient rétrospectives, descriptives ou prospectives. Le schéma qu'on a voulu nous faire prendre de manière autoritariste et unilatérale, de tout pousser vers le Health Data Hub national, qui par ailleurs a été confié en termes d'hébergement de données à Microsoft, société américaine, nous met directement dans une ornière, puisqu'on pousserait des données mal anonymisées, et ensuite, pour pouvoir nous-mêmes les exploiter dans le Health Data, il faudrait qu'on paye, alors que c'est des données qu'on a poussées nous-mêmes en tant qu'établissement de santé, qui avons produit ces données au travers des équipes d'imagerie. Donc on voit tout le paradoxe de ce système, alors que les CHU, dont c'est le rôle, et le NIM en fait partie, a obtenu l'agrément en août 2019, et c'est pas une mince affaire quand vous voyez le dossier d'agrément, en tant qu'hébergeur de données de santé. Donc ça veut dire que l'établissement de santé, qui a l'agrément hébergeur de données de santé, est en capacité d'interpréter toute cette masse de data, puisqu'on voit bien qu'il s'agisse des scanners ou des IRM, ils sont peu spécifiques, mais très sensibles. On l'a vu pour le Covid, le scanner est pas spécifique, évidemment, du Covid, mais il était particulièrement sensible, plus que l'examen PCR, avec 30% de faux négatifs, alors que le scanner détectait immanquablement des patients qui avaient été diagnostiqués négatifs en PCR. On voit bien que toute cette masse de données non exploitées ouvre le champ à des études épidémiologiques, mais pas seulement des études descriptives, également des études prospectives, et que dans ce domaine, on a oublié, en jurant que par le Health Data Hub, que pour les études prospectives, il faut un promoteur. Et jusqu'à maintenant, que je sache, le Health Data Hub n'est pas promoteur d'études cliniques prospectives. C'est les CHU qui sont promoteurs. Pour être promoteur, il faut une autorité qui fasse le dossier d'autorisation, des investigateurs membres du corps médical et des patients vivants et consentants. Donc je vois pas qui d'autre que les CHU peuvent être promoteurs. Et pour la partie descriptive et rétrospective d'exploitation de ces données, évidemment, on n'a pas su bien les exploiter faute de systèmes d'intelligence artificielle suffisants, mais l'avenir est à la recherche, à partir des critères d'inclusion, de systèmes de screening de ces masses de milliards de données pour répondre à des questions thérapeutiques ou des stratégies diagnostiques spécifiques. Et ces masses de données ouvrent un champ pour les radiologues en matière d'études cliniques absolument incommensurable, qui sera facilité, et c'est le rôle des directeurs de CHU de faciliter ce travail en obtenant pour chacun de leurs établissements le statut d'hébergeur de données de santé et éviter les fourches caudines d'un système national qui est déjà en train de partir aux US. Jean-Michel, Madame May veut intervenir. Oui, monsieur le directeur général, merci beaucoup. Je sais que vous avez un devoir de réserve, mais j'aime beaucoup votre franchise, je dois vous le dire. Elle a sûrement été très appréciée par tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Madame May veut intervenir. Le temps passe, peut-être Oui. Je crois qu'on a retrouvé Monsieur Valdès. Alors, allez-y. Laetitia, allez-y. Je pense que c'est important de souligner que la HAS dispose aujourd'hui de bases de retour d'expérience complètement anonymisées, pour revenir au sujet d'avant, et dont la plus grande est celle issue de l'accréditation des médecins. Aujourd'hui, on a une base de données qui recense plus de 130 000 événements indésirables associés aux soins, des événements qui sont déclarés par les professionnels de façon volontaire et qui sont issus de leur pratique. Donc c'est extrêmement intéressant. Sur la radiologie, l'agrément pour l'accréditation est une démarche nouvelle depuis qu'on l'a rouverte auprès des équipes. On a déjà donc 54 événements qui sont enregistrés. C'est un très beau début puisqu'on n'a que évidemment quelques équipes qui sont engagées, et c'est normal, hein. Il faut un certain temps avant de pouvoir analyser et déclarer tous ces événements. Mais l'important, c'est qu'il faut absolument en faire un retour d'expérience et en tirer des enseignements. Les organismes agréés sont là pour ça. L'ODP-CERIM est là pour travailler sur proposer des solutions pour la sécurité du patient. Et après, évidemment, il faut les faire connaître et que les professionnels s'en accaparent. Donc on a un retour d'expérience individuel et surtout collectif extrêmement intéressant. Et quand ça concerne plusieurs spécialités, la Haute Autorité de Santé, il y a un travail avec la Haute Autorité de Santé. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut absolument amplifier le mouvement de ce retour d'expérience envers les professionnels. Sinon, le dispositif n'a pas de sens. Tirer des enseignements.
pour améliorer les pratiques. Bon commentaire. Nous Jean-Michel, sommes d'accord, Laetitia. Est-ce qu'Anthony Valdez est revenu Oui, ou on pas, a retrouvé Pascal Anthony Valdez pour quelques minutes. Alors, est-ce qu'on peut lui donner la parole? Parce que j'aimerais vraiment beaucoup qu'on termine par l'avis sur toutes ces données numériques, par l'avis de Jean-Michel Bruel en tant que représentant des usagers, pour qu'il puisse conclure. Valdez. Anthony. Également sur la première question, parce que je voulais quand même insister sur 2-3 points. Je vous disais avant d'être coupé que la régulation, elle est souhaitée par les opérateurs, et ça c'est un premier point, et ça rejoint largement ce qu'a évoqué tant l'HAS que les représentants des usagers, c'est-à-dire que on est face à des opérateurs qui ne souhaitent pas de dérégulation du système. En tout cas, nous, c'est bien ce qu'on ressent au quotidien. En revanche, il y a un souhait de davantage de souplesse. En PACA, le schéma régional de santé, je veux insister là-dessus, c'est une instance collégiale qui réunit des radiologues, mais également des représentants des usagers, qui a vocation à élaborer les besoins en PACA. Alors évidemment, c'est souvent imparfait, c'est souvent figé pour 5 ans, même si la réglementation permet de réévaluer plus rapidement. Et c'est vrai que ça a une tendance à figer sur une approche quantitative les équipements matériels lourds. C'est peut-être ça qui est le plus problématique, et en ça, je rejoins Monsieur Best sur le sujet. Il faut savoir également que la réforme à venir va quand même largement ouvrir le système, puisque vous savez qu'en imagerie diagnostique, le nombre d'équipements ne sera plus systématiquement régulé par l'autorisation, puisqu'une simple déclaration suffira pour acquérir un deuxième appareil. En PACA, sur les IRM par exemple, ça va représenter 44 établissements qui pourront simplement sur déclaration acquérir une nouvelle IRM. Sur les scanners, c'est 56 établissements qui pourront acquérir librement un deuxième scanner. Donc pour moi, la contrainte, elle est davantage sur la démographie, vous l'avez également évoqué, et pourtant c'est une région qui est en surdensité qui vous parle, puisqu'on a une densité moyenne des radiologues supérieure à la moyenne nationale en PACA, vous le savez, mais il y a une hétérogénéité dans la répartition public-privé ou alors en fonction des territoires. Notre leitmotiv à nous sur l'organisation des soins, et ça rejoint largement ce qui a été évoqué par tout le monde, c'est gradation, pertinence des soins, éviter la surdensité qui génère bien souvent des actes redondants et non pertinents. Et donc on porte vraiment haut la politique de l'HAS en région PACA. Pour ce qui concerne les données de santé, nous on y voit un gisement quand même énorme pour ce qui concerne l'analyse épidémiologique en territoire. C'est-à-dire qu'on se dit que ça va être un instrument de planification bien plus puissant, surtout lorsqu'il sera couplé à des algorithmes d'IA. Donc les perspectives sont énormes, et là-dessus, on le voit de manière assez favorable, sous réserve naturellement que l'éthique soit respectée. Il y a d'ailleurs une journée éthique et numérique qui est organisée sur ce sujet le 2 octobre en PACA. Mais et par exemple sur le Health Data Hub, il y a une réflexion en cours pour ce qui concerne la région PACA sur la Banque nationale Alzheimer qui va progressivement transférer des données vers le Health Data Hub. Vous dire aussi que la télémédecine aussi, ça fait partie des organisations innovantes. Vous savez que les pôles interétablissements, les équipes territoriales et la télémédecine, la téléexpertise sont des sujets particulièrement importants pour nous. On a, par exemple, en 2020, réservé 1,2 million. Alors, c'est pas énorme, mais 1,2 million pour des nouveaux projets en la matière. Et on a, je crois, une téléexpertise qui est entre les urgences et les centres experts de neurologie en PACA qui fonctionnent plutôt bien, puisque c'est 3500 avis par an qui sont rendus. Autrement dit, c'est ce type d'organisation, et toujours dans le respect de la pertinence des soins, de la gradation, de la qualité de prise en charge. Et je rejoins en ça les échanges qu'il y a eu sur les délais de rendez-vous, qui sont souvent inacceptables encore aujourd'hui. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que on se rejoint finalement tous dans ce qu'on dit, quel que soit le volet sous lequel on le prend. En tout cas, l'ARS porte encore une fois, j'insiste, haut et fort la parole et les attentes des usagers, et relayées largement par l'HAS. Voilà ce sur quoi je voulais surtout insister aujourd'hui. Jean-Michel Bartoli, nous allons terminer notre conversation dans quelques instants. Non.
Oui, il faut qu'on finisse, bien sûr, parce que et j'ai maintenant, quelques commentaires tomber. de nos internautes, Jean-Michel, que je voudrais vraiment vous D'accord, livrer. juste après alors, mais d'abord, si je peux me permettre, d'abord, la sanction va tomber, ça sera celle de Jean-Michel Bruel, le représentant des usagers sur ce sujet. Oui, et qui a une petite question. Alors j'en profite, un internaute, Jean-Michel Bruel, puisque Jean-Michel Bartoli vous donne la parole, un internaute nous dit « Monsieur Bruel, les choses se sont considérablement dégradées ». C'était peut-être notre conversation du début. Alors, oui, alors je ne pourrai pas répondre de manière chiffrée à votre interlocuteur. Moi, je persiste à dire que je ne suis pas sûr que les choses se soient dégradées. Je dis simplement qu'on est toujours en retard d'une guerre. Et je vais en rester là. Je voudrais quand même évoquer la position des usagers vis-à-vis des nouvelles techniques et notamment de la téléradiologie et du Health Data Hub, puisque ça a été évoqué. Moi, je crois que là-dedans, la position des usagers, elle est assez simple. L'usager, ce qu'il veut, le patient, ce qu'il veut, c'est un contact qui reste entre lui et le médecin. Donc, et ceci, quelle que soit l'organisation à laquelle on s'adresse. Après, qu'il y ait des outils qui permettent un certain nombre de choses, je crois qu'il ne faudrait pas dire que les usagers ne vont pas comprendre, ne vont pas accepter. Les usagers, ils comprennent très très bien à partir du moment où on leur explique. Regardez quelle a été la position globale des usagers vis-à-vis de la disparition du film. Je veux dire, en moins d'une dizaine d'années, les usagers, ils ont très bien compris qu'ils repartaient pas chez eux avec la pile de films à laquelle ils étaient habitués avant. Et c'est pas pour ça qu'ils ont moins confiance dans le résultat radiologique. Donc je crois que il y a la confiance qu'on doit attendre de la part de l'usager, elle repose sur de l'information, et je le redis sans cesse, sur de l'information. Et en matière de téléimagerie, cette information, elle ne doit pas être escamotée. Et certains ont évoqué le petit mot immédiat qui rend compte, dans un premier temps, des résultats de l'examen. Et je crois que ça, c'est très très important. La deuxième chose, c'est l'interopérabilité. Et Sophie Rivière en avait parlé dans la table ronde précédente, comme elle avait parlé de la souveraineté. C'était deux points qui me paraissaient très importants. Cette interopérabilité, elle est absolument nécessaire parce qu'il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la prise en compte de l'historique n'apporte pas déjà la réponse à l'examen que l'on devrait faire? C'est-à-dire que très souvent, l'examen que l'on pense utile, eh bien, on a peut-être déjà la réponse parce que on l'a déjà eu de la part d'examens antérieurs que l'on n'a pas assez pris en compte. Voilà. Et là, je voudrais terminer en disant que les radiologues aujourd'hui doivent avoir une activité reconnue d'expertise sur des examens qu'ils n'ont pas réalisés, parce que ça, il me semble, et c'est bien compris de la part des patients, il me semble que c'est un vrai travail. Quand vous vous adressez Jean-Michel Bartoli, il nous faut vraiment clore la conversation.